Je vous propose de commencer, puisque les gens commencent à rentrer progressivement dans la room. Alors d'abord, je voulais vous remercier vraiment à tous qui participaient en tant qu'auditeurs déjà à ce rendez-vous qui se veut mensuel sur différentes thématiques qui nous intéressent tous, juristes exerçant en entreprise à l'étranger. C'est un groupe qui est pour vous, donc vraiment le but c'est de donner la parole aux juristes de l'étranger. Il y a un groupe séparé que j'ai créé qui s'appelle Juristes en quête d'expatriation, où il y a des centaines de juristes qui rêvent d'expatriation, qui rêvent de voir comment on peut pratiquer en dehors de France. Donc c'est une thématique qui intéresse beaucoup de juristes en général. Et, euh, et donc voilà, donc dans le chat, n'hésitez pas à vous présenter séparément, à dire d'où vous vous connectez et éventuellement de partager votre profil LinkedIn afin que vous puissiez coordonner et communiquer entre vous. Euh, mais je voulais aussi vous présenter simplement rapidement le groupe en fait que j'avais créé il y a une quinzaine d'années qui se voulait vraiment être à l'origine self-serving, puisque j'étais moi-même juriste en entreprise étrangère, je voulais vraiment bénéficier d'un réseau d'accueil pour tous les juristes qui se retrouvent à un moment ou à un autre dans leur carrière à l'étranger, qui ne savent pas forcément par où commencer pour bâtir un réseau local et se connecter entre eux. Et donc je pense qu'il y a des problématiques vraiment particulières et pour les juristes en entreprise hors de France qui ont des problématiques parfois de positionnement en fonction par rapport aux professionnels locaux, etc. Donc, je pensais que c'était une bonne initiative et ce groupe maintenant bénéficie de plusieurs centaines de membres. Il y a pour ceux qui sont intéressés des sous-groupes régionaux permettant éventuellement à ceux d'entre vous qui veulent soit savoir qui dans un nouveau pays dans lequel ils arrivent est déjà basé sur place ou simplement rejoindre une communauté davantage locale, n'hésitez pas à rejoindre ces sous-groupes, hein. Il y en a 14. Le groupe, en fait, le principe de l'AVEXPAT, c'est vraiment de vous donner la parole sur des thématiques parfois qui sont des thématiques comme aujourd'hui liées à la compliance ou des domaines spécifiques du droit. D'autres peuvent être liés à des parcours plus régionaux, comment exercer ou les conseils pour se positionner dans un pays ou une région en particulier. D'autres peuvent être davantage orientés soft skills en tant que juriste d'entreprise lorsqu'on exerce à l'international. Donc voilà, il va y avoir un rendez-vous mensuel. Le prochain aura lieu en décembre et donc je communiquerai sur ça très bientôt. Euh, les ground rules, simplement s'assurer effectivement que vous soyez tous en mute. On fera il y aura une partie questions-réponses qui aura lieu dans un deuxième temps, une fois qu'on sera passé via les questions du, euh, du panel aujourd'hui, mais je voulais effectivement vous encourager à poser des questions. Ce webinaire sera aussi enregistré, donc vous pourrez aussi le visionner dans un deuxième temps. Euh, voilà, sans plus attendre, je vais présenter nos intervenants. D'abord, je vais remercier Anne-Sophie, Bruno et Arnaud de leur participation. On est très ravis de vous avoir parce que vous présentez vraiment des profils très intéressants et variés. À commencer par Anne-Sophie, qui est Deputy GC et Global Compliance Officer pour Terumo, qui est en fait, si tu me dis si je me trompe, Anne-Sophie, mais qui est basée dans le Colorado et qui est un leader mondial en matière de composants sanguins, d'aphérèse thérapeutique, qui sont les troubles du sang, et de technologies cellulaires. Tu as effectué l'essentiel de ta carrière en Belgique, Anne-Sophie. Mais en fait, tous, dans les trois panélistes, vous avez un périmètre en fait, géographique international d'où que vous soyez basé. Donc c'est ça qui va être intéressant. L'essentiel de ta carrière s'est fait effectivement chez Terumo en Belgique. Et donc ce serait intéressant d'avoir ta perspective, non seulement du fait d'exercer depuis la Belgique, mais aussi par rapport à l'industrie très particulière qui est la tienne, dans tout ce qui est life sciences, dans ce domaine-là qui est assez réglementé, ce serait intéressant de voir ta perspective en matière de compliance. Euh, donc, bienvenue. Bruno, alors Bruno, tu viens d'une industrie très différente. Tu es toi-même GC et Ethics and Compliance Officer, mais pour Danone. Alors, tu es récemment revenu en France, mais tu as effectué l'essentiel de ta carrière en dehors de France. Tu as été à Genève, tu as été à Hong Kong, tu as été à Amsterdam. J'en ai peut-être manqué quelques-uns, mais en tout cas, ta perspective entre l'Europe et l'Asie serait intéressante en termes
d'expérience directe. Euh, j'ai aussi et Arnaud. Alors Arnaud, on se connaît depuis longtemps, Arnaud, parce qu'effectivement on était très impliqués dans les sous-groupes justement quand tu étais basé au Luxembourg. Arnaud est GC et Chief Compliance Officer et DPO, donc ce serait intéressant aussi de voir cette dichotomie entre compliance officer et DPO, puisque certains mettent en avant le fait que DPO, ça fait partie aussi, privacy fait partie de compliance. Donc, ce serait intéressant de voir ta perspective là-dessus. Tu travailles pour Tazapay, qui est une fintech singapourienne qui a été créée en 2021 et qui redéfinit en fait l'expérience des paiements transfrontaliers. Je présente parce que les deux autres ont peut-être moins besoin d'être présentés, mais c'est une nouvelle société. Et tu as aussi travaillé depuis l'étranger depuis 2011. Tu as travaillé pour BNP, Rakuten, le Crédit Suisse et Let's Block, qui est une association luxembourgeoise en matière de blockchain, tout ça à Luxembourg. Puis tu as travaillé pour euh, ePaylinks à Hong Kong, PPRO, une autre solution de paiement digital à Singapour, et enfin depuis 18 mois, tu es basé à Singapour chez Tazapay. Donc je ne sais pas si j'ai bien présenté tout ça. Donc trois profils très variés, à la fois en termes d'industrie, en termes de représentation géographique, et donc ça va, je l'espère, créer un débat très intéressant entre nous. Donc, merci à vous trois pour votre participation. Alors, d'engager la discussion en tant que telle, je vais vous demander à chacun d'entre vous de définir déjà la compliance. Parce que, en fait, la compliance, c'est un petit peu le fourre-tout. Pour beaucoup de gens, c'est, bah oui, mais bon, la compliance, quand on est juriste, c'est forcément de la compliance. Mais aujourd'hui, compliance, c'est beaucoup plus que simplement un sous-domaine du droit. C'est en fait une fonction, une spécialité en tant que telle. Et donc, j'aimerais, vu le prisme via le prisme de vos industries, de vos expériences respectives, que vous définissiez ce que la compliance représente pour vous, au fait de vos expériences. Donc peut-être commencer par Anne-Sophie. Ah, une seconde, parce qu'Anne-Sophie, j'ai Voilà, mis... je pense. Voilà, Ça parfait. va? Ouais, très bien. Merci. Euh, Alors, la compliance dans le domaine de la santé, effectivement, et je vois que Margot est chez Roche également. Donc, dans le domaine de la santé, c'est devenu un incontournable depuis une quinzaine d'années, à savoir depuis que le département de la justice aux États-Unis a relancé l'application du FCPA a clarifié, je dirais, quelles étaient les attentes en matière justement de conformité pour les entreprises. Alors pourquoi est-ce que c'est un domaine incontournable dans la santé? Bah, principalement parce que enfin, une grosse partie des revenus est générée par de l'argent public. Et donc il y a immédiatement un risque de corruption, un risque de conflit d'intérêts et un risque de fraude qui est très important. Euh, donc, la compliance dans le domaine de l'industrie de la santé va avant tout s'attacher à s'assurer que les interactions avec les professionnels de santé, avec les intermédiaires que peuvent être les distributeurs, les revendeurs, et avec les patients, que toutes ces interactions soient faites en conformité avec le cadre réglementaire. Et les cadres sont très différents suivant les pays, suivant le type d'interaction qu'on peut avoir avec ces différentes parties prenantes. Voilà, Très bien. donc en résumé très brièvement. Voilà. Excellent, excellent. Et après, alors juste dire, alors ça c'est le cadre primaire, je dirais, de la compliance. Et après, effectivement, quand tu disais c'est un peu le fourre-tout, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, on s'adresse à la compliance, ça va être par extension des choses qui sortent de la conformité purement commerciale pour aller dans les domaines de tout ce qui est ce qu'on appelle export control, donc le contrôle des exportations avec toutes les limitations en termes de sanctions. Alors ça tombe aussi dans le giron de la compliance. On va avoir aussi, nous, on a récupéré tout ce qui était data privacy. On est très impliqué pour tout ce qui est ESG, gouvernance, et aussi tout ce qui maintenant touche à la cyber security. Mais ça, c'est plus par le côté protection des données. Ouais. Excellent, super. Ben, merci beaucoup, Anne-Sophie. Bruno, tu veux peut-être intervenir? Oui, alors moi, je suis très intéressé par ce que dit Anne-Sophie, parce que finalement, moi, je suis dans un secteur qui est assez différent, ce qu'on appelle food and beverage.
mais assez similaire, c'est ce que disait Sophie. Donc moi, juste pour préciser, je suis directeur juridique compliance d'une activité de Danone, pas de tout Danone. Et bon, vous connaissez Danone au travers des yaourts, etc. Mais il y a d'autres activités qui sont peut-être moins connues, comme la nutrition spécialisée, donc c'est la nutrition médicale, où là, on est sur des sujets très proches de la pharma et de la santé, comme disait Anne-Sophie. Et puis aussi les eaux minérales, dont je m'occupe actuellement depuis que je suis rentré en France là, il y a 6 mois. Euh, alors moi, c'est intéressant parce que j'adore mon job, mais je n'aime pas la compliance. Je n'aime pas le mot compliance. J'ai un problème avec ça parce que déjà, quand je regarde dans mon entreprise, des fonctions qui ont le mot compliance dans leur titre, il y en a plein. Donc, ça crée une énorme ambiguïté. On trouve de la compliance dans tout ce qui est qualité, food safety. On trouve de la compliance dans des fonctions opérations, dans les fonctions finance. Et en fait, compliance dans le sens conformité avec des politiques internes ou des règles externes. Et je trouve qu'il y a un concept qui est intéressant pour élever un petit peu le débat et aussi montrer un peu plus ce qu'on fait, c'est éthique et compliance, d'associer les deux. Je trouve que c'est assez intéressant et que ça montre un peu plus ce qu'on fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce que dit Anne-Sophie, c'est-à-dire c'est des interactions avec les personnels de santé parce qu'on travaille avec des médecins sur certains de nos produits. C'est évidemment animer tout ce qui est code of conduct. Et chez nous aussi, dans la compliance, on a aussi l'antitrust et tout ce qui est export control et trade sanctions. Donc, euh, donc voilà, dans mon secteur, la conformité, la compliance, donc l'éthique compliance, c'est pas uniquement le respect à la loi, ça va un petit peu au-delà. Et il y a une notion aussi de réfléchir à des décisions qui sont justes, qui sont durables. Et c'est là où il y a aussi un lien qui est en train de se faire de plus en plus avec tout ce qui est ESG, la responsabilité sociétale en fait de l'entreprise. On voit que la compliance évolue de plus en plus dans cette direction-là. Et il y a une analogie que j'aime beaucoup qu'on utilise de temps en temps, c'est que la compliance, la conformité, l'éthique, c'est un peu comme le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais quand il n'est pas là, et ben, tout s'arrête. Et donc voilà, c'est un peu ça notre rôle et la façon dont on le définit dans mon secteur. Excellent. Merci beaucoup, Bruno. Arnaud? Merci beaucoup. Alors, dans le secteur financier et surtout dans celui des fintechs, c'est la même chose tout en étant complètement différent. C'est ça qui est intéressant avec la compliance. C'est aussi un fourre-tout, on pourrait dire ça, où on mélange ça avec le légal. En général, quand on ne sait pas, c'est soit légal, soit compliance. Et on verra ce qu'il en est. Le principe même de la compliance en finance, c'est surtout une analyse des risques non financiers, s'assurer qu'on est bien en ordre vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi tous les risques qu'on pourrait avoir juridiques, réglementaires, éthiques ou réputationnels. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre en avant selon différents acteurs. Et ce qu'on voit évoluer, c'est que la finance a souvent, surtout depuis 2008, forcé sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, mais on voit aussi évoluer autour de la gouvernance, comment on structure et on s'assure que finalement le board, les directeurs ou tous les senior managers sont impliqués et ça c'est pour pouvoir rester en ordre d'un point de vue réglementaire et s'assurer qu'on puisse respecter les règles qui ont été émises. La deuxième difficulté qu'on aura en finance, c'est qu'on dépend d'un régulateur en particulier, dépend où on est basé, et c'est là où on va s'amener, on pourra en discuter par la suite, mais aux complexités qu'on peut avoir à l'international, justement. Très bien. Merci Arnaud. Alors cette conférence, elle est vraiment sur le thème de la conformité et de la compliance à l'international, ce qui va créer des défis particuliers parce que où qu'on soit basé, on est dans un pays, mais on doit couvrir souvent un périmètre géographique qui est extrêmement large. Et donc ce qui serait intéressant, c'est vraiment de voir de vos perspectives respectives quels sont les défis particuliers qui sont liés à la mise en place d'une conformité internationale. Donc ça peut être aussi bien au niveau géographique, au niveau culturel, parce qu'on parle pas, on a eu des discussions entre nous avant cette conférence, on parlait justement du fait qu'on ne parlait pas de la même chose, ça ne voulait pas dire la même chose partout quand on parlait de compliance, mais aussi sur un plan ressources humaines, parce que comment faire pour vraiment gérer ça en termes de staffing, où est-ce qu'il faut avoir des gens, quelle est la meilleure façon de structurer sa conformité quand on souhaite mettre en place une conformité internationale. J'aimerais beaucoup avoir vos expériences, qu'au-delà même de la région, quand vous avez travaillé surtout dans plus d'une entreprise, vous avez pu voir des cultures différentes, donc ce serait intéressant d'avoir vos retours d'expérience sur ça.
Anne-Sophie, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais partager là-dessus? On t'entend pas. Pardon. Ouais. Je disais oui, c'est certain qu'on est confronté à la multiplicité des cadres réglementaires dans la compliance, mais comme on l'est, je dirais, en tant que juriste d'entreprise, quand on est en charge d'une zone géographique un peu étendue. Donc ça, c'est une problématique à laquelle je pense on est tous habitués. L'avantage que moi j'ai vu là sur les 10 dernières années, ça a quand même été qu'on tend vers une harmonisation au moins régionale des règles sectorielles qui s'appliquent en matière de compliance. C'est-à-dire que au sein de l'industrie de la santé, alors on a les deux grands groupes qui sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la technologie médicale, mais au sein de chacun de ces groupes, des règles, des codes de conduite ont été adoptés qui s'appliquent de manière uniforme sur l'entièreté du territoire. Et ça facilite quand même grandement les choses. Et on voit, alors même si c'est pas complètement harmonisé, que les règles sont à peu près les mêmes, même au niveau global, donc entre les territoires. Alors après, il y a toujours des subtilités, il y a toujours des finesses, mais je dirais que comment est-ce que du coup on l'aborde? Bah, moi, mon grand principe directeur, en tout cas, c'est de développer des programmes de compliance qui vont plutôt être basés sur des valeurs et pas forcément sur justement des règles procédurières et des règlements, enfin ce qu'on appelle tout ce qui est policies, processes, etc. Donc de vraiment d'essayer d'avoir au moins un cadre global qui est très simple et qui est le même partout. Voilà, et grâce dû au fait qu'il est basé sur ces valeurs. Et après, bon, bah, on va effectivement composer avec les différences locales par, oui, des process qui vont être adaptés en fonction des besoins des uns et des autres. Mais que les grandes règles soient les mêmes partout. Ce qu'on a vu aussi, et alors suivant les thématiques, c'est intéressant parce que l'injonction vient plutôt des États-Unis ou plutôt d'Europe. Mais c'est que on s'aligne généralement toujours sur la règle la plus stricte. Euh, on voit ça par exemple en matière de protection des données. On va s'aligner tous sur GDPR, même si c'est pas la règle en vigueur en dehors de l'Union européenne. De la même manière, les grandes réglementations en matière de compliance en matière commerciale, ça va venir du département de la justice aux États-Unis. Et donc on va s'aligner là-dessus. Donc, je dirais c'est plutôt, voilà, ça a été ma manière, enfin, et la manière généralement au sein de l'industrie d'établir des programmes de compliance qui puissent s'adapter à un environnement qui n'est pas harmonisé et qui reste oui, fragmenté et différent. Est-ce que tu as eu des problèmes pour vendre ces concepts dans certaines régions en particulier, où tu penses que finalement, une fois on s'aligne sur le modèle le plus strict, finalement les gens suivent sans aucun problème, ou est-ce que ça a été difficile parfois d'aller expliquer que pour le groupe, voilà ce qu'était la conformité, et même si les us et coutumes locales n'étaient pas forcément alignés sur ça, c'était quelque chose qu'ils devaient embrasser. Est-ce qu'il y a eu un problème ou des Alors, il y a eu énormément de résistance et surtout, moi, je dirais que la conformité a commencé à être vraiment un enjeu en entreprise il y a une quinzaine d'années. Et pour certaines régions, c'était extrêmement nouveau. Et il y avait pas, et donc le leitmotiv qu'on entend toujours, c'est mais on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de changer. Donc effectivement, on a eu des résistances de la part des équipes commerciales. Alors, il y a différents niveaux sur lesquels il faut jouer. Il y a le premier niveau qui était pour moi relativement simple, était de dire, bah, nous sommes une entreprise américaine et donc de facto, nous devons nous conformer aux règles du département de la justice. En plus, j'ai été aidée pour ça par de nombreux exemples d'amendes très impressionnantes qui tombaient régulièrement sur des concurrents ou enfin, sur d'autres acteurs de l'industrie et donc qui venaient illustrer le fait qu'effectivement, on était quelque part obligé de se conformer à ça, à ces nouvelles règles. Et ensuite, encore une fois, moi je trouve que toute la subtilité de la compliance, c'est de savoir s'adapter aux besoins réels en fonction des risques. Arnaud parlait vraiment du risk assessment. C'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est de ne pas édicter des règles qui ne font pas sens en fonction du risque réel qui est rencontré. Et donc, quand je disais un programme global, c'est un programme basé sur des valeurs. Je crois que les valeurs, les grandes valeurs en matière d'éthique, on a tous les mêmes.
Et ensuite, c'est de voir comment est-ce qu'elles se traduisent au niveau local en fonction, oui, encore une fois, de la réglementation locale et qu'est-ce qui va devenir vraiment risqué pour l'entreprise ou pas, ou qu'est-ce qui peut être permis. Et quand on explique ça et quand on rentre dans les détails et surtout quand on propose des alternatives, généralement les gens comprennent et suivent. Voilà. D'accord, excellent. Bruno, peut-être on est... Oui, ben, je voulais rebondir sur les valeurs. Je pense que c'est ça qui est clé, c'est-à-dire de se dire qu'on fait un programme, on monte un programme de conformité d'éthique basé sur des valeurs. La seule difficulté que moi j'ai rencontrée, c'est que les valeurs peuvent être universelles, mais elles ne sont pas comprises de la même façon d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Je vais vous donner plein d'exemples. Moi, j'ai fait des trainings, des workshops compliance où on a passé 10 minutes à traduire le concept dans la langue locale. Je nommerai pas le pays, mais pour déjà que les gens comprennent ce que c'était. Et puis après, sur les valeurs, ça peut être la transparence, ça peut être des choses comme ça. Elles ne sont pas comprises de la même façon partout. On peut, par exemple, moi j'ai passé pas mal de temps en Asie, à Hong Kong et à Singapour. Euh, le fait, par exemple, dans certains pays, que les employés aient un autre travail, ce qu'on appelle un side job, en plus de leur travail pour l'entreprise voilà, dans laquelle voilà, qui les emploie, c'est pas forcément un problème partout. Et d'arriver à faire comprendre ça, ça demande pour moi une relation de proximité. Donc, pour répondre à ta question, Stéphane, les quelques tips en fait pour construire des programmes qui fonctionnent, c'est la proximité. Alors, on peut en revenir au risk assessment qu'on fait dès le départ en disant où sont nos zones de risque, sur quelles activités et sur quelle géographie. Et après, avoir, si possible, des gens qui sont sur place pour avoir une relation de proximité, pour pouvoir décliner ce programme global dans la culture locale, dans les us et coutumes locaux et dans le système juridique local. Donc ça, c'est un premier point, la proximité. Et aussi, je trouve que ce qui est intéressant dans la compliance et ce qui est un peu moins vrai, je trouve, dans le juridique, c'est la diversité des profils. Dans une fonction compliance, on peut facilement avoir des gens qui viennent du business, comme on dit. Donc, moi, par exemple, dans mon équipe à Amsterdam, j'avais une personne qui venait du marketing, qui avait une fibre évidemment compliance, qui s'est formée et donc qui a pu aussi aider à faire passer ces messages-là. Donc, je dirais que si on joue avec la proximité et la diversité des profils, on arrive à avoir des programmes impactants et qui ne sont pas perçus comme un tic de box ou un truc, oh là là, encore des règles qui nous tombent dessus. Voilà. Donc, ça, c'est mes deux conseils en quelque sorte. Excellent. Arnaud? Je suis assez d'accord, même si l'éthique est un peu différent dans la finance, puisqu'on est gouverné par les régulateurs et la priorité pour nous en compliance, c'est vraiment mettre en place les policiers et les procédures pour être en ligne avec les régulateurs. Alors, difficulté à l'international, c'est surtout qu'on est sur plusieurs régions. On veut toujours simplifier. C'est la première chose que j'essaie de faire, c'est harmoniser mes procédures un peu partout. Mais je fais face à un autre problème, c'est que chaque régulateur estime que l'entité qui est en local, qui est régulée, est autonome. Le groupe ne compte pas. Donc, on doit avoir ses propres règles mises en place. Donc, la difficulté va vouloir mettre en place ces règles locales tout en étant à l'international. Et comme on disait, face à la diversité des pays, comment ils vont comprendre ces règles. L'Europe est souvent, et je suis d'accord avec Anne-Sophie, le moteur. On voit beaucoup de règles venant de l'Europe ou des États-Unis, mais en finance, je dirais que l'Europe est quand même le premier moteur réglementaire. Quand on va essayer d'expliquer ça aux autres pays ou à mettre en place à des sales qui ont toujours fait différemment, ça va être très, très compliqué. Surtout que les mœurs vont être différents. J'ai un exemple vraiment frappant par rapport à la Chine ou au Japon et l'Europe. On s'est longtemps battu pour tout ce qui est lutte contre la corruption ou bribery. Et offrir des cadeaux à une autre personne d'une certaine valeur, c'est quelque chose qu'on cherche à diminuer. Or, en Chine, c'est critique de faire un cadeau d'une valeur importante à son partenaire, qui peut même parfois être supérieure à la valeur du contrat. Donc, c'est des choses vraiment à expliquer. Non, je suis désolé, là, tu ne pourras pas faire plus de X euros de transfert, puisque moi, je vais avoir un problème au niveau de ma lutte contre le blanchiment d'argent ou corruption, ou tout ce qui s'ensuit. Donc, on a une vraie difficulté à ce niveau-là. L'autre difficulté, comme je disais, c'est qui a été très bien soulevée par Anne-Sophie ou Bruno, c'est comprendre les étrangers. On ne travaille pas en Inde, je travaille beaucoup en Inde actuellement. Ce n'est pas du tout la même approche réglementaire que la nôtre. On voulait faire juste quelque chose qui avait en lieu avec le droit du travail,
tout le monde s'est posé la question, pourquoi je posais la question du droit de travail en Inde. On fait, on verra par la suite. C'est intéressant. Mais comment est-ce que tous les trois vous structurez finalement? Parce que moi, j'ai vu en parcourant les profils de vos entreprises, vous êtes dans 150 pays, vous avez des consommateurs partout, des clients partout. Comment, en gros, structuré en fait dans une équipe? Est-ce que vous avez vraiment des gens qui sont basés vraiment dans toutes vos filiales? Est-ce que vous avez des gens qui finalement reportent en interne directement à la fonction juridique, sont davantage reportent aux business locaux? Est-ce que vous faites appel à des conseils externes? Comment est-ce que vous articulez tout ça sur un plan international? Comment vous structurez tout ça? Peut-être Anne-Sophie? Ça dépend. Ça dépend. Hem, alors, nous, on est structuré par région. Alors toute la fonction compliance rapporte légal. On est structuré par région, c'est-à-dire qu'on a des espèces de centres de services, qui vont après déployer, leur activité sur l'entièreté de la région. Donc on est assez centralisé, c'est ce qui nous sauve, je pense, et on essaye d'avoir des polices et des process qui s'appliquent régionalement. Voilà. On n'a pas des gens, on n'est pas assez staffé pour avoir des gens dans chacune de nos entités. Donc encore une fois, c'est de la gestion de risque, c'est-à-dire qu'on s'attelle et on s'attache surtout à ce que les risques majeurs soient le mieux couverts. Je prends un exemple tout bête, c'est que nous, on travaille beaucoup avec des distributeurs, donc des intermédiaires. On s'assure à ce que vraiment la gestion des distributeurs soit faite de manière enfin, parfaite dans tous les pays où on a des distributeurs. Donc on a tout un système de gestion des distributeurs, de due diligence, de révision annuelle, etc. Sur d'autres aspects qui sont moins cruciaux pour nous, bah, on va être un peu plus léger. Voilà. Donc on module le programme de compliance en fonction des risques, en fonction des territoires. Ça demande une certaine agilité et ça demande effectivement d'être toujours quand même à l'écoute de ce qui se passe et de comment ça évolue, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan commercial, de savoir quelles sont les nouvelles activités, quels sont les nouveaux territoires, les nouveaux marchés, etc., pour toujours être à l'affût de ce qui pourrait arriver. D'accord, très bien. Bruno, j'ai cru comprendre effectivement, bon, tu es pas directeur juridique contrairement à Anne-Sophie et Arnaud pour l'entièreté de Danone. Si vous pouvez vous mettre en mute, si vous pouvez vous mettre en mute, hein, voilà. Voilà. Si vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui, oui, Donc, on je voulais t'entend. savoir, en fait, Bruno, et j'ai compris que ton périmètre n'était pas tout Danone, mais c'était intéressant d'avoir ta perspective justement d'un groupe qui est comme Danone, qui est vraiment partout, sur la façon de structurer la conformité en termes d'équipe et de staffing, en fait. Bien sûr. Donc nous, et Danone, on est présent dans 120 pays, donc c'est 90 000 employés à peu près, et 27 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Moi, je m'occupe d'une activité. Il y a deux autres activités. Donc il y a l'activité produits laitiers, les eaux minérales et la nutrition spécialisée. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie d'avoir des clusters en fait de pays où on a des directions juridiques et compliance. Donc en fait, la compliance n'est pas une fonction indépendante chez Danone, elle rapporte au juridique comme chez Anne-Sophie. Et donc on a des profils juridiques compliance dans chacun des clusters. Donc soit dans les pays à plus haut risque, je dirais, bon, la Chine en fait partie, mais il y a d'autres pays où on a des gros business et avec des risques assez importants. On a des équipes sur place qui ne sont pas forcément dédiées à mon activité, mais qui travaillent pour Danone, donc ils peuvent nous aider. Et puis sinon, dans d'autres marchés, on a des juristes ou compliance officers pas très loin en fait. Donc c'est comme ça qu'on structure. On est une fonction globale, donc il n'y a pas de ligne hiérarchique au management local. C'est une fonction globale parce que je pense que dans la compliance, il y a un élément d'indépendance qui est primordial. Et c'est pour ça que, par exemple, des schémas où ce serait, par exemple, des gens du business qui seraient des champions, des spokes pour la compliance, on n'y croit pas trop. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une limite à cet exercice-là, d'être un peu jugé parti. On peut utiliser parfois les gens du business, enfin, travailler ensemble pour les faire, je ne sais pas, qu'ils incarnent une campagne de compliance, mais de là être responsable de la compliance, c'est très compliqué de faire les deux. Et donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi comme débat, on va peut-être y venir, c'est le lien entre le juridique et la Ouais, compliance. ouais. Mais ça, Question c'est peut-être la suivante, hein. prochaine question. Absolument. Absolument. Arnaud, tu as peut-être quelque chose aussi
Oui, parce relier? que la structure de la compliance est complètement différente dans la finance, vu que c'est une fonction réglementée et obligatoire. Le Chief Compliance Officer est obligatoire dans toutes les institutions financières. De ce fait, le légal n'est pas obligatoire et la compliance ne peut pas reporter au légal. C'est en général, bon, dans des fonctions plus petites comme moi, j'ai le légal et la compliance, mais j'ai vraiment deux casquettes distinctes et j'ai une équipe légale, j'ai une équipe compliance. Le compliance doit être aussi, comme a dit Bruno, c'est une fonction indépendante, mais elle est indépendante pour chaque région. C'est-à-dire que j'ai un compliance officer. Quand je suis en train de créer, par exemple, une nouvelle entité dans une nouvelle pays, la première personne que je recrute, c'est mon compliance officer, puis le directeur au day-to-day. Le compliance ne peut pas être directeur, le compliance ne peut pas être en finance ou tout ce qui est. Il est vraiment spécialisé en deuxième ligne et indépendant, reportant au board, puis avoir une ligne indirecte vers moi. Donc moi, je vais lui donner le guide international ou groupe qu'on veut suivre, et lui il va s'assurer à pouvoir le faire de façon indépendante dans le pays où il est. Très bien. Donc c'est vraiment différent de l'approche qu'on peut avoir dans les autres industries. Bon, Bruno, tu as introduit la question suivante. C'est vrai que vous avez tous les trois des titres qui combinent à la fois le légal et la compliance. Et effectivement, il y a eu beaucoup de discussions depuis des années sur est-ce que la compliance devrait être mergée avec le légal, est-ce que la compliance devrait vraiment reporter au légal, ou est-ce que ce serait vraiment deux fonctions complètement différentes. Moi, d'expérience, quand je travaillais pour des sociétés où il y a beaucoup de compliance officers, c'était des juristes pour certains, mais pas forcément des juristes. Euh, et donc, c'est un métier qui est différent d'un métier purement juridique. Donc, quelle est votre position par rapport à ça? Je sais que vous compilez les deux fonctions, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sain ou est-ce que vous pensez que ça va dépendre de l'entreprise, de l'industrie, etc.? Quelles sont vos expériences par rapport à ça? Bah, tout à fait, hein. Moi, je pense que ça dépend complètement de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, du niveau d'exposition au risque. Mais ce que j'ai noté, parce qu'il y a eu une grande tendance dans l'industrie de la santé de faire effectivement une distinction entre le juridique et la conformité, de maintenir les deux séparés. Alors, ça a été la mode pendant, je pense, les 10 dernières années. Puis maintenant, depuis 2, 3 ans, on voit à nouveau une convergence entre les deux. Alors moi, pour avoir toujours été en charge du juridique et de la conformité, j'y vois beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais encore une fois, dû à la taille de ma société, dû à notre type d'activité. Et ces avantages, c'est vraiment sur la cohérence dans l'adoption et l'application des règles internes et dans leur communication et dans la formation des gens. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide. On a des profils, enfin Bruno parlait des personnes qu'on peut recruter au sein d'un département. Ben, c'est beaucoup plus facile quand on a les deux casquettes, d'avoir des gens qui sont capables de couvrir les deux aspects, d'avoir une vision globale de la problématique et du coup, qui vont à tous les états, à tous les niveaux de la société, mais aussi à toutes les étapes enfin, de la construction de l'appréhension d'un nouveau marché, par exemple, être capable de conseiller non seulement sur les aspects purement juridiques, mais également d'anticiper sur des risques potentiels que pourrait générer ce nouveau marché. Et ça, moi, je trouve que c'est un avantage énorme. Après, Bruno parlait d'indépendance. C'est vrai que si on veut vraiment renforcer l'indépendance de la compliance, bah, c'est mieux quelque part qu'elle soit indépendante complètement, enfin qu'elle soit isolée du juridique. Ça c'est certain. Maintenant, après, enfin, je veux dire, ça dépend certainement d'une société à l'autre, etc. Mais la compliance a des fois un peu tendance à être stigmatisée. Je pense que ça facilite les choses, encore une fois, quand elle fusionne avec le département juridique. Voilà. Excellent. Bruno, tu as quelque chose à rajouter sur... Ouais, deux choses, évidemment, des synergies, il y en a plein. Il y a énormément de ce qu'on appelle compétences transférables entre le juridique et la compliance, que ce soit voilà, les capacités d'analyse, la rigueur, la gestion de crise, la gestion des stakeholders, tout ça, c'est des choses qu'on fait en juridique et qui sont nécessaires pour la compliance. Donc, des compétences transférables, des synergies, il y en a plein. Moi, je trouve que c'est assez paradoxal, cette histoire, et je rejoins ce que disait Anne-Sophie, c'est que dans un modèle idéal, et moi, j'ai fait les deux, je fais une compliance qui était indépendante et une compliance rattachée au juridique dans mon parcours. Finalement, l'idéal, c'est que la compliance se rapporte au board parce que c'est la plus grande indépendance que vous puissiez avoir. Mais d'un autre côté,
c'est vrai que la fonction peut être facilement isolée. Donc, ça demande, je pense, une certaine maturité, une taille d'entreprise assez importante pour s'assurer, j'en reviens à mon point de proximité, que la proximité reste. Sinon, ça peut facilement être une fonction un peu à part, un peu hors sol, finalement. Et donc, ça nécessite une certaine taille critique. Et finalement, des entreprises aujourd'hui qui ont les moyens humains de se doter d'une équipe full compliance et d'une équipe juridique séparée avec le même niveau de proximité, finalement, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait que le modèle a été revu entre l'idéal et peut-être la pratique, finalement. La réalité. Ouais. Arnaud, tu veux peut-être Moi, je veux juste rebondir sur quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle de l'indépendance ou si isolé, compliance ou légal. Alors, je ne sais pas pour les autres fonctions, mais moi, en finance, depuis le départ, j'ai toujours été soit en légal, soit en compliance, soit les deux. Et où que je sois dans le monde, la relation est la même. Personne nous aime. On est vraiment des gens qui bloquent tout et en business. Avoir le légal et la compliance, pour moi, c'est un plus pour diriger les deux équipes parce que j'ai le end-to-end process et voir vraiment ce qui est une visibilité. Compliance va avoir une approche, légal va avoir l'approche complémentaire, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis du client. Compliance, c'est vraiment indépendant, il va se focaliser sur un domaine qui est souvent l'AML ou des domaines bien précis et le légal va faire tout ce que c'est entoure pour pouvoir que ça fonctionne ou pas. Mais au niveau de mes équipes même, j'ai créé de plus en plus de spécialistes. Et si par exemple, on va faire des paiements qui vont être liés à la finance, j'aime bien avoir des ex-traders qui viennent chez nous. J'aime bien avoir des experts si pour tout ce qui est import-export qui viennent de ce domaine-là, puisque l'approche est un peu différente. Ou juridique, je vais avoir plutôt, ben, j'ai toute la partie réglementaire qui est là, qui est pour moi la plus proche de la partie compliance, mais tout ce qui est litigation, donc tout ce qui est corporate affairs, euh, n'a techniquement rien à voir avec la compliance et on n'est pas du tout lié. Ça dépend vraiment de comment on va voir. Donc avoir cette capacité d'avoir les deux me permet d'avoir une meilleure vision pour la stratégie de la société et le développement, mais mes équipes vont être vraiment indépendantes. Le légal est vraiment le support et la compliance et l'indépendance pour pouvoir maintenir la licence et s'assurer qu'on n'a pas de problème de conformité. D'accord. C'est intéressant parce qu'entre ce que tu disais et ce que disait Anne-Sophie, c'est qu'Anne-Sophie, quelque part, présentait l'avantage d'avoir que le légal soit quelque part fusionné avec la compliance, justement, du fait de pouvoir catch the buzz with one stone, quelque part. Mais d'un autre côté, tu expliquais qu'il y a des gens qui peuvent venir des formations de traders, etc., dans ton industrie, Arnaud. En fait, la question, on est un groupe de juristes. Donc, la question, il y a beaucoup de gens qui souhaitent se diriger vers la compliance. Et si vous deviez conseiller des juristes qui souhaitent évoluer vers la compliance, parce que, en fait, autant le droit, on a souvent cette idée que le droit s'exporte assez mal, parce qu'on est tous quelque part un produit d'un système juridique à la base, autant la compliance, comme elle se veut naturellement globale, c'est peut-être plus facile pour des carrières d'être international quand on est en compliance. Donc, en termes quel conseil vous donneriez en fait à des jeunes juristes ou des juristes qui souhaitent se reconvertir dans la compliance, quel conseil vous leur donneriez pour pouvoir aller dans cette direction? Moi, je vais peut-être commencer. On peut répondre? Tu Oh, veux? vas-y, Ouais, Bruno. vas-y, Arnaud, vas-y, vas-y. Ok, dans ces cas-là. Moi, je pense qu'il y a de la place pour le légal et pour quiconque veut s'exporter. L'avantage alors, en compliance, en finance, on a la partie lutte contre le blanchiment d'argent, qui est un gros domaine, qui est vraiment un bloc de spécialistes. Avoir une expérience légale n'est pas mauvaise puisque ça va vous aider à comprendre la réglementation un peu partout. On a des règles internationales venant du GAFI. Chaque régulateur essaie d'appliquer plus ou moins la même chose. Donc, la difficulté qu'on peut avoir en approche, c'est oui, mais moi, je veux quelqu'un qui connaisse bien mon droit en local. Si on est sur une société internationale, à un moment donné, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de comprendre la réglementation ou de sauter rapidement d'une réglementation à l'autre et d'exporter ce qu'on a besoin. Euh, Après ça, on a la compliance de gouvernance qui se développe de plus en plus, qui là d'avoir l'aspect corporate en légal et aussi un gros plus, puisque ça va nous permettre à structurer notre entité ou les entités, que ce soit pour une future acquisition, que ce soit pour une meilleure gouvernance globale ou éviter certains risques en capital market. Donc, il y a vraiment tous les aspects à faire et c'est ouvert à l'international. La difficulté quand même qui va se poser, et ça je m'en rends compte, c'est la maîtrise ou non de la langue locale. L'anglais aide énormément, mais par exemple, si demain je veux être compliance officer en Thaïlande et je ne parle pas thaï, ça va être un vrai problème pour les entreprises de recruter. Excellent. Bruno, Anne-Sophie, vous
Bruno, Vas-y, peut-être? Anne-Sophie. Ouais, allez, Anne-Sophie. Non, 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 Bruno, tu aurais pu y aller. Non, non, Euh, vas-y. Moi, je pense que les compétences au départ sont plus ou moins les mêmes, hein, que ce soit en juriste d'entreprise qu'en compliance. Après, comme disait Bruno ou comme disait aussi Arnaud, on va avoir tendance en compliance à rechercher peut-être des profils plus techniques pour venir étoffer les équipes. Mais ça vient ensuite d'avoir déjà des gens qui comprennent la réglementation, qui comprennent les législations et donc qui ont un profil juridique à la base. Euh, donc, moi, je dirais que c'est plus une question d'intérêt pour la matière, euh, avant tout, et surtout, et ça, c'est aussi une compétence qu'on retrouve chez les juristes d'entreprise, c'est une curiosité pour comment fonctionne le business. Si vous n'êtes pas intéressé par les spécificités de votre marché, des activités de votre entreprise, etc., ça va pas fonctionner, effectivement. Donc, il faut avoir cette curiosité constante, cet intérêt, savoir parler la langue de l'autre aussi. Alors, on parlait du marketing, enfin, de vos interlocuteurs pour pouvoir les convaincre. Et c'est vrai que vous n'allez pas les convaincre avec des termes juridiques parce que ça va leur paraître totalement abscon et vous allez les ennuyer très rapidement. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir effectivement la langue. Alors c'est toujours le même problème, on ne peut pas parler toutes les langues, donc on va de toute manière être limité à un moment ou à un autre. Mais encore une fois, c'est de savoir s'entourer après des personnes qui vont pouvoir prendre le relais dans des territoires particuliers. Mais je dirais, moi, pour moi, à la base, c'est un peu le même enfin, type de compétence qui est requis pour les deux fonctions. Voilà. Très bien. Ouais, Bruno? même type de compétences. Et je dirais que moi, mon conseil, c'est de, de, de sauter sur tout ce qui peut exister comme expérience de terrain, c'est-à-dire de pouvoir, notamment un jeune juriste qui se pose la question. Alors, c'est vrai que quand on entend que personne nous aime, c'est un peu dur de vendre le job, mais c'est un boulot qui est passionnant et il faut juste y croire et d'arriver à casser l'image un peu du compliance officer. Alors, peut-être que dans certains secteurs, c'est plus facile que dans d'autres, j'en conviens, mais je pense que d'avoir des expériences de terrain. Ça peut être, je sais pas, moi je parlais récemment à quelqu'un qui finissait des études de droit, qui commençait à travailler, qui a eu l'occasion de faire un VIE à l'étranger sur un job de compliance. Je dis, mais allez-y, foncez, parce qu'en fait, tous les jobs de terrain qui vous permettent de mieux comprendre le business dans des pays parfois un peu exotiques, alors si possible, dont on parle la langue, vont aider après à construire une carrière peut-être plus corporate, avec une connaissance très fine du business. Donc ça, c'est un conseil. Et puis sinon, après, il peut y avoir des missions. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de développer pas mal dans mon job actuellement. C'est pour des juristes qui sont en questionnement sur, OK, le next job et pourquoi pas la compliance, c'est de se dire, bah, pourquoi pas faire une mission de 6 mois dans un département qui est en lien avec la compliance, soit de la compliance pure, soit sinon l'audit interne. C'est très intéressant, l'audit interne d'un point de vue compliance. Et ça peut être un moyen de mettre le pied dans la compliance. Et puis après, il y a la question des formations, qui est une autre question qu'on va aborder plus tard, mais de se former à la compliance, ça peut aussi aider. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si nécessaire que ça. Parce que moi, je suis d'une génération de compliance officers qui n'a pas été formé à l'université sur la compliance, qui a appris sur le tas. Et je sais que maintenant, il y a des formations, mais je garde Et en- cet élément pour la suite. C'est intéressant. Et en fait, en fait, les juridictions dans le monde se répartissent en des juridictions civilistes, des juridictions de common law. Il y a deux cultures qui sont différentes en matière aussi de compliance. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été vous-même à l'origine des juristes civilistes de formation, qui représentent la majorité des juridictions dans le monde, vous a quelque part aidé dans l'appréhension de la compliance à l'international, ou vous pensez que finalement, c'est pas si important que ça d'avoir une formation civiliste à la base? Moi, je Anne-Sophie? pense que... Oh, ah, vas-y. Anne-Sophie, on va laisser la parole à Anne-Sophie, super. C'est gentil. Euh, alors, je pense qu'effectivement, ça aide énormément quand on embrasse une carrière à l'international et surtout quand on a un rôle global. Il est certain que ça permet d'appréhender la majeure partie des juridictions, au moins de manière générale. Après, il y a vraiment toujours cette opposition. Alors moi, je le vois chez nous, c'est entre ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, et le reste du monde, quelque part. On est obligé, on peut pas faire fi de ce qui se passe aux États-Unis, et certainement en matière de compliance, parce que la compliance est née
aux États-Unis et elle continue d'être principalement alimentée. Alors, je ne parle pas du domaine financier, hein, parce que j'ai bien compris que chez Arnaud, c'était plutôt au niveau européen que ça se passait. Mais je pense que pour le reste de l'industrie, la compliance, elle est née aux États-Unis et elle continue d'être alimentée par les institutions américaines en premier lieu. Et à tel point qu'on voit bien que c'est même, on va pas peut-être rentrer dans cette discussion-là, mais c'est même une arme de guerre économique qui est utilisée dans beaucoup de cas. Euh, donc, on ne peut pas faire fi, voilà, du common law, et il y a une obligation vraiment de se familiariser avec les grandes règles du common law également. Excellent. Arnaud, tu voulais intervenir sur ça? Oui, non, c'est à peu près la même chose pour moi. Être civiliste à la base, c'est une aide aussi pour comprendre les textes plus en détail. Alors, je ne sais pas comment vous abordez le common law, mais moi, quand je deal avec mes partenaires du common law, ils ont une vision très jurisprudentielle. Et on fait quelque chose pour le business, on verra par la suite, on voit comment les juges vont évoluer et comment on va expliquer ça. Alors que l'approche qu'on aura en civil et surtout pour une bonne policy, c'est la loi d'abord, on se base sur la loi, qu'est-ce qu'on a, et on va faire évoluer pour le business. Hmm. Et Et c'est là où j'ai la difficulté, par exemple, maintenant que je travaille pour une boîte singapourienne qui est très axée sur du common law, ils veulent que je mette d'abord le business avant de mettre les policies, alors que malheureusement, je dois commencer par les policies et la loi pour pouvoir évoluer. hmm. Et en fait, Danone étant une société à l'origine aussi européenne, mais Mhm. très présente aussi en Amérique du Nord, en fait, comment Mhm. est-ce que tu penses que la formation civiliste peut aider dans ce type de programme? Moi, je pense qu'elle aide, mais est-ce que c'est un atout? Très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit l'atout numéro un. Évidemment qu'avec une formation civiliste, on peut faire le job et on peut bien le faire. Je pense qu'il y a toute cette faculté à rédiger, à codifier de manière très claire. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprend voilà, dans nos études de pays de droit civil et en France notamment, qui peut être un atout. Après, je pense que ça peut être aussi une limite parfois. Et c'est vrai que l'approche anglo-saxonne, on le voit, la compliance vient beaucoup des États-Unis, voilà, le FCPA, tout ça. Et ça peut être aussi parfois une limite parce qu'on codifie trop et on est trop dans nos termes juridiques. Et en fait, d'en sortir, ça demande un effort assez important. Donc, je pense que oui, oui et non, en fait. C'est ma réponse. C'est que je pense aujourd'hui, et moi je le vois, c'est assez paradoxal dans une société française ou internationale, peut-être que les profils anglo-saxons pour la compliance sont nécessaires aussi. Je ne pense pas qu'on puisse faire une équipe compliance qu'avec des civilistes. C'est ça la limite. Non, bien sûr, non, Et absolument. la common law est nécessaire, et puis la diversité des profils dont on a parlé. Ouais. Excellent, super. Bah, merci beaucoup à tous les trois. On va peut-être ouvrir la possibilité à nos participants de poser peut-être des questions, puisqu'il nous reste 10 minutes. Donc j'aimerais peut-être donner la parole à qui souhaite intervenir. Est-ce qu'il y a parmi notre auditoire des gens qui souhaitent poser des questions? N'hésitez pas d'enlever votre micro et puis de poser la question. Mais est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez peut-être des perspectives différentes à proposer par rapport à vos industries? Juste une question, c'est Cyril. Bonjour à tous. Ok. Euh, c'est difficile de se départir de l'une ou de l'autre des casquettes, mais est-ce que si vous deviez le faire, est-ce que vous choisiriez, pardon, compliance ou legal? C'est s'amputer quelque part, je pense, hein. Alors, pour ma part, oui, et c'est d'ailleurs un exercice d'équilibriste que je continue à faire pour justifier auprès de ma hiérarchie pourquoi il est important de garder les deux, parce que eux auraient plutôt tendance à vouloir me cantonner dans une case. Pour moi, c'est essentiel. Et je disais, parce que c'est cette agilité qui permet enfin, de conserver un contact constant avec le business et de pouvoir faire partie des décisions d'entreprise, etc. Maintenant, si je devais choisir entre les deux, je reviendrais à un poste de juriste. Je reprendrais le droit. Bruno, Arnaud, vous avez un autre. Oui, Bruno Arnaud, s'il vous plaît. Moi, Ah, je me suis posé la question plusieurs fois ma conclusion, ça a été que de la compliance à 100%, je pense que c'est pas pour moi. Je pense que j'adore le mix des deux, mais faire que de la compliance 100%, ou alors le faire sur une période très courte, pourquoi pas.
Mais je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être la peur de s'isoler du business. En tout cas, si je le fais au niveau global, de perdre ce lien avec le business que j'ai avec le juridique. Donc voilà, ce serait ça ma D'accord. réponse. Donc un poste de juriste, ouais, certainement. Et Arnaud? Moi, je sais pas, parce que bah, tu connais mon profil depuis longtemps, Stéphane. Je suis passé par le juridique, la compliance, les deux. Je suis même parti en business development quand j'étais Ouais. en Asie faire d'autres choses. Au final, je râle toujours quand j'en ai un et donc je veux passer à l'autre, mais au final, je reviens toujours avec les deux. Le dernier poste que j'ai pris, ben là, ils voulaient un chief compliance. J'ai dit, je viens que si j'ai le légal avec moi pour construire. Et au final, c'est un tout. J'aurais du mal à me séparer de l'un ou de l'autre. C'est ça qui m'aide à développer la stratégie des sociétés. Et comme je passe aussi beaucoup de temps du côté sales et à faire du business development à côté. Ah ouais, Donc, ça c'est autre chose en plus. Ouais. Ok. D'autres questions? Merci Cyril pour ta question. Il y a d'autres interventions? Oui, j'aurais une question, enfin j'aurais exactement deux questions. La première, c'est quid de la partie investigation qui est liée à la compliance? Est-ce qu'elle est menée par des spécialistes ou est-ce qu'elle est menée plus par justement des compliance officers qui sont formés à l'investigation? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, enfin, c'est pas tellement une question, c'est plus un témoignage. Un des actionnaires pour lequel je travaille, qui est une entreprise australienne qui s'appelle Worley, elle a décidé en fait de splitter la compliance en deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie éthique qui relève du légal et l'autre, c'est la compliance réglementaire, donc dans les secteurs d'activité dans lesquels on travaille. Euh, et c'est vraiment deux départements séparés. Donc l'éthique relève du légal et la compliance relève, pardon, l'éthique relève seule de la gestion des risques et la partie compliance réglementaire relève du légal. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Alors, je peux peut-être répondre sur la première question déjà. Donc, les investigations, enfin, l'enquête interne relève effectivement de la compliance et menée. Alors, ça dépend complètement du type de plainte qui a pu être rapportée en interne. Si c'est quelque chose, c'est toujours. Alors là, pareil, on parlait de la problématique de la langue, de pouvoir parler la langue des interlocuteurs pour pouvoir collecter un maximum d'informations dans un climat de confiance. Si on possède cette langue en interne, eh bien, on va essayer de conduire l'enquête en interne. Par contre, si par exemple c'est une enquête qui vise l'un de nos distributeurs dans un pays du Moyen-Orient, par exemple, oui, on va s'adresser à, un, un expert externe pour conduire l'enquête. Donc ça dépend. Par contre, oui, on a une équipe au sein de la compliance de personnes qui sont spécialisées dans les enquêtes. Ouais. Nous aussi, au niveau global, on a une équipe qui s'occupe de ça. Après, moi, j'interviens sur certaines enquêtes quand elles sont dans mon scope, mais ça dépend de la gravité du sujet, en fait. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est ce que vous avez dit, c'est la formation, c'est-à-dire d'être formé à mener une enquête d'un bout à l'autre. Et ça, c'est pas facile. Et ça demande vraiment, et c'est pas une formation de 2 heures, c'est vraiment des formations pour pouvoir faire face à tout un tas de situations. Donc oui, la compliance est avec une équipe qui est dédiée à ça au global et qui peut nous aider sur certaines compétences et sur certaines enquêtes qui sont les plus difficiles. Donc voilà, et sur le deuxième point dont vous parliez, c'est intéressant parce qu'en fait, ça revient un petit peu à ce que je disais à la première réponse sur le éthique et compliance, pour distinguer ça du reste de la compliance. Et c'est vrai que la compliance réglementaire, aujourd'hui chez nous et dans mon ancienne entreprise, avant je travaillais pour Bacardi Martini, donc une société familiale américaine, donc culture totalement différente, cette partie réglementaire, elle est faite par des juristes. C'est-à-dire tout ce qui est, pour nous, le réglementaire, et ça c'est encore une autre discussion, réglementaire, ça veut dire les étiquettes, ce qu'il y a dans les produits, etc. Et ça c'est une autre partie, c'est pas la compliance dont on parle aujourd'hui. Mais c'est Arnaud? intéressant qu'un actionnaire demande ça, je trouve ça hyper intéressant. Arnaud, C'est une tu question as, intéressante. Alors pour nous, je vais répondre aux deux questions en même temps quasiment, puisque ma compliance est extrêmement spécialisée. C'est-à-dire que je vais avoir une partie compliance qui est spécialisée en lutte contre le blanchiment d'argent
Et au sein même de ceci, j'aurai des investigateurs vraiment qui sont, comme disait Bruno, qui ont des années d'expérience. Et quand je recrute quelqu'un qui doit faire ça, il doit savoir comment prendre une analyse financière de A à Z et passer du temps à décrypter, lire les documents, qui peuvent être des documents juridiques, mais des documents financiers, qui peuvent. C'est pour ça qu'on doit savoir travailler avec différents partenaires, parce qu'on n'a pas forcément la réponse à tout. Et donc, cette expertise est vraiment nécessaire. Pour tout ce qui est réglementaire, en général, c'est une autre partie de la compliance qui, elle, en général, est plus liée à du juridique. Moins d'investigation à ce niveau-là. La troisième investigation va plutôt être sur l'éthique. Et là, pareil, on va demander un peu moins d'expertise, mais je vais chercher une autre expertise. C'est-à-dire que pour tout ce qui est éthique, j'aurais tendance à ramener aussi l'expérience RH dans la loupe de ceux qui vont faire les investigations. Très bien. Je pense qu'on arrive pratiquement, je ne sais pas si on a vraiment, on a plus vraiment, il nous reste 2 minutes. Donc je voulais surtout vous remercier vraiment d'abord à tous de participer parce que c'est vraiment sans vous, il n'y a pas, il y a pas de... Le premier webinaire, on avait beaucoup moins de participants, donc merci beaucoup de votre participation. Ce webinaire sera enregistré, donc sera partagé pour le reste du groupe. On aura une autre session qui aura début décembre, je vais vous envoyer la thématique rapidement. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais vraiment vous remercier pour votre participation encore une fois, Anne-Sophie, Arnaud, Bruno, ainsi que tous les participants. Je pense que c'était une bonne session. On a discuté de problématiques intéressantes. Donc merci encore à vous. Et si je peux juste garder Arnaud, Bruno et Anne-Sophie quelques minutes, 1 minute juste après, ce, ce serait super. Merci beaucoup encore à tous et à très bientôt. Merci à Merci. tous. À bientôt. Merci à tous.